Ils cherchent. Depuis des heures, des jours, des semaines, ils ont remué des tonnes de gravier, dans un seul but. Trouver des rubis. Ces rubis, ces pierres précieuses qui les font rêver, leur ont fait quitter leurs champs, leurs montagnes, leur village, leur famille. Chimères aux éclats rouges sang qui feront d'eux des hommes riches ou des hommes brisés, ruinés de leurs ultimes espoirs. Ils sont les esclaves consentants d'un mythe, celui du rubis le plus pur, le rubis sang de pigeon, qu'on ne trouverait, dit-on, qu'au nord de la Birmanie, à Mogok. Depuis 4 siècles, Mogok est une ville interdite. Depuis que le roi de Birmanie, par un traité inique, enleva au prince Shan une vallée inhospitalière, couverte de forêts, infestée de tigres, mais truffée de rubis. Depuis, la ville aux maisons de teck a été fermée, soustraite aux regards indiscrets, abritée des tentations. Aujourd'hui, Mogok est interdite aux étrangers. Mogok, capitale mondiale du rubis, est devenue une légende pour les Birmans eux-mêmes, qui ne peuvent y venir qu'avec un visa intérieur. Car les Birmans ne sont pas libres de circuler dans leur propre pays, pas libres de lire des journaux d'opposition, pas libres de s'exprimer. Mogok est une ville fermée dans un pays fermé. À notre connaissance, aucune télévision occidentale n'y avait été autorisée depuis plus de 30 ans. Car les militaires, au pouvoir depuis 1988, ont bouclé la ville, transformé Mogok en coffre-fort, un coffre-fort qu'ils n'ouvrent qu'à leur profit. Mogok et ses 30 000 habitants ne vivent que pour et par les rubis. Il s'appelle Tarkour. Il a 36 ans. Depuis 3 mois, il est chargé par leur concessionnaire de surveiller 12 des puits de la mine de Chaipin. Il contrôle le travail des ouvriers qui cohabitent sur quelques mètres carrés et luttent âprement pour le même rêve. Ils sont souvent ivres et alors ils se battent. Les puits sont les uns sur les autres et il y a beaucoup de concurrence. Ils sont condamnés à s'entendre pour y arriver. Généralement, la bagarre éclate parce que le voisin n'a pas pompé l'eau qui envahit le puits d'à côté. Il faut travailler tous ensemble pour pouvoir remonter le bayonne, le sable à rubis. Et il faut en remonter beaucoup pour pouvoir trouver les pierres. Si on ne trouve pas de pierres, on ne gagne rien. C'est notre intérêt et celui des autorités que ça marche. Ce qu'on trouve est partagé avec le gouvernement. Les petites pierres sont vendues ici, à Mogok. Les plus belles, à Rangoon. On touche une part sur toutes ces ventes. C'est comme ça que nous sommes payés, les ouvriers et moi. Il fait 40 degrés à l'ombre. Des centaines de prospecteurs pataugent dans la boue. Ils doivent trouver les pierres, vite, avant la mousson et les pluies torrentielles qui vont tout emporter. Presque tous sont des paysans pauvres venus des montagnes alentours. Ils sont tous originaires du district de Mogok. Seuls les gens de la région ont une chance de se voir accorder par les militaires une autorisation de prospecter. Le régime socialiste birman avait fermé les mines, nationalisé les puits et tout gelé. Les militaires qui se sont emparés du pouvoir ont une autre tactique. Les terrains appartiennent à l'État. Le régime militaire vend, aux enchères, des concessions aux candidats prospecteurs qui prennent en charge l'exploitation de la mine et en supportent les frais. Le gouvernement birman favorise ainsi le business des pierres précieuses, contrôle tout et prend un pourcentage sur tout. Les militaires au pouvoir se sont ainsi créés une très confortable source de revenus. Pour les plus pauvres, cette ouverture a suscité un formidable espoir.
Mais il ne faut pas trop rêver au gros lot. Le moyen le plus sûr de s'en sortir un jour, c'est de réinvestir le peu qu'on a gagné. C'est ce qu'a fait Mong Phon. Il a 32 ans, dont 12 ans de mine. J'ai réussi à amasser et à réinvestir un capital de 200 000 kchiat dans des puits. Actuellement, je creuse mon troisième. J'ai investi, je fais beaucoup d'efforts, mais je ne travaille que parce que je crois au destin. Et en ce moment, il y a beaucoup de bons signes. Je fais des rêves positifs. Je monte à cheval, je caresse un éléphant. Je sais que maintenant, ça va marcher. Je vais réaliser mon rêve, acheter une voiture, avoir une maison à moi. Leur rêve, c'est de faire construire une maison comme celle-ci, en béton. Une maison d'une couleur criarde, ostentatoire, qui proclamera leur réussite. À Mogok, avoir un cheval, c'est déjà être riche. Alors posséder une voiture, même acheter d'occasion au Japon, ou mieux, un 4x4, c'est la fortune dont on rêve quand on prospecte. Mais à Mogok, il y a très peu d'élus. Rares sont ceux qui réalisent leurs rêves. La concession d'un emplacement pour 3 ans coûte moins de 1000 francs. Mais c'est un très gros investissement dans un pays où un petit fonctionnaire ne gagne que 750 francs par an. Creuser un seul et unique puits est un pari sur une hypothétique découverte. Ce pari, Wang Zhou l'a tenté. Il a 28 ans, il était paysan. À Mogok, on rêve tous de la grosse pierre, celle qui nous rendra riches. Mais les puits, c'est comme la loterie. Il faut tomber au bon endroit. Et en plus, on ne peut travailler que 6 mois par an, en dehors de la mousson, qui noie tout. On s'est groupé à 6 pour creuser ce puits. Mais chaque année, c'est pareil. On ne perd rien, mais on ne gagne rien. C'est la différence entre les gros et les petits. Les petits, ils travaillent dans des mines comme celle-ci, la mine de Homeng, en plein centre de Mogok. Ici, il y a quelques mois encore, vivait une trentaine de familles. Des puits creusés entre les maisons par les petits prospecteurs ont démontré la rentabilité de l'endroit. Alors les autorités ont expulsé tout le monde, sans compensation ni indemnité, et ont vendu la concession au plus offrant. Ceux qui ont eu de la chance ont pu se faire embaucher, car à Mogok, c'est une chance de pouvoir prospecter les rubis, de passer 10 heures par jour dans la boue pour une promesse de salaire. Ceux qui n'arrivent pas à travailler dans les mines tentent de survivre à leur périphérie, à la recherche de petites pierres que les ouvriers auraient laissées passer. Ceux-là sont les sous-prolétaires du rubis. Ce sont les Kanesema. De tout temps à Mogok, les rois, les exploitants, les gros propriétaires ont autorisé les plus pauvres à passer après eux, à ramasser leurs miettes. Ce droit très ancien du Kanessé, les militaires de la junte ont décidé de le perpétuer. Mesure démagogique peut-être, mais qui leur offre, à eux aussi, une petite part de rêve. Les Kanesema sont tout en bas de l'échelle. Ils rêvent d'atteindre le premier barreau, puis, si le destin les aide, de grimper un à un les échelons. C'est ce qu'a fait Yoset, un milliardaire, un des hommes les plus riches de Birmanie. La mine, tout le monde y est passé. Moi, j'ai commencé à 12 ans, après l'école et le dimanche. Mais j'ai eu la jambe cassée dans un éboulement. Alors, j'ai commené à faire du commerce de petites pierres, à servir d'intermédiaire dans des transactions. À 20 ans, j'étais déjà riche. Et j'ai eu beaucoup de réussite à partir de 88. Maintenant, Yoset est riche, très riche. Il emploie 1500 ouvriers. Il possède des mines, des usines et ce motel qu'il a grandi depuis 6 mois. Un motel vide de touristes
interdit de séjour dans la région. Aujourd'hui, Yoset fait visiter son palace au major Chotwewin, le chef militaire qui, à Mogok, contrôle tout le business des pierres. Yoset va lui faire les honneurs de son zoo personnel. Les animaux de ce zoo ont été capturés par les hommes de Yoset dans les montagnes environnantes. Ces montagnes dont les sentiers discrets mènent à la Thaïlande et à la Chine, toute proche. On dit que Yoset les connaît bien, connaissance qui aurait pu l'aider naguère dans le développement de son petit commerce de pierres précieuses. Fortune faite, Yoset anticipe maintenant sur l'ouverture de la région que le régime militaire laisse espérer. Les dirigeants de la Birmanie commencent à ouvrir le pays. L'idée que Mogok puisse être un jour librement accessible est tout à fait nouvelle. On verra dans un an ce que ça donne. À ce moment-là, l'agrandissement du motel sera fini et je serai prêt. L'opinion des dirigeants de la Birmanie changera peu à peu et la situation va s'améliorer dans les 2 ou 3 années qui viennent. Mogok est la capitale mondiale du rubis, mais elle est fermée, laissée pour compte. Beaucoup de gens veulent y venir. Des professionnels, des spécialistes des pierres précieuses, des touristes le souhaitent. Mais c'est impossible. Cela va changer, mais aujourd'hui, Mogok est une cité interdite. La chambre coûte 130 $ la nuit, mais pour le moment, il n'y a aucun client, car la région reste interdite aux étrangers et aux Birmans qui ne sont pas autorisés à y venir. L'agrandissement de ce motel contribuera à l'amélioration de l'équipement du pays et il donne du travail aux gens de cette ville. Ici, il y a beaucoup de chômeurs, des paysans venus des campagnes dans l'espoir de s'enrichir en trouvant des rubis. J'ai 1500 employés, 300 travaillent ici. Ces menuisiers, ces maçons, ces jardiniers n'ont pas de problème d'emploi. On peut considérer ça comme un service que je rends à ma ville. Quand l'agrandissement sera fini, j'aurai employé les ouvriers ailleurs, dans mon usine de meubles, dans mes mines, ou à construire des logements comme les 300 maisons que j'ai déjà bâties. Ce diamant vient des mines de Momek, près de Mogok. On me l'a vendu brut il y a 6 ou 7 ans. À l'époque, ce n'était pas très cher. Je le porte parce que c'est un symbole pour moi, parce qu'il vient de Birmanie. Pour trouver une pierre comme ça, il faut que les prospecteurs aient de la chance. Il suffit d'un écart de quelques centimètres pour passer à côté. Qui mérite de la trouver? À qui appartiendra-t-elle? C'est le destin qui décide. C'est pour ça que, personnellement, comme tous les Birmans, je crois au destin. Vous savez, pour arriver là où je suis, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas comme quand, en Europe, vous ouvrez une usine. Ici, pour réussir, il faut de la chance. Il faut croire à la chance. C'est ce que se répète chaque jour Kyo Swa, un Birman dont la famille est d'origine népalaise. En 4 ans, il a investi 300 000 francs, une somme colossale. Concession réglée, matériel amorti, ouvrier payé, il lui reste juste de quoi survivre. Il faut croire à la chance, comme ces enfants qui désertent l'école pour grappiller leur part de rêve. Ils ne sont pas employés par le concessionnaire. Officiellement, en Birmanie, le travail rémunéré des enfants est interdit avant 14 ans. Eux aussi viennent ici poussés par l'espoir d'améliorer leur sort. Ils sont peut-être là de leur plein gré, mais certainement pas pour leur plaisir.
Leur tamis à petits trous leur permet de trouver les toutes petites pierres, les pierres minuscules qui sont passées au travers des tamis des prospecteurs professionnels. C'est ce que fait Mong Mong Ai. Il a 8 ans, il vient ici tous les jours. Ce ne sont pas mes parents qui m'envoient ici. Je suis venue de moi-même. J'arrive à gagner environ 5 francs par semaine. Je les donne à ma mère qui m'en rend un peu comme argent de poche. Aujourd'hui, enfin, le dernier puits creusé par Kyoswa semble vouloir donner. Sa chance tourne, mais il doit l'aider. Je suis superstitieux et je fais ce qu'il faut pour avoir la chance avec moi. Je me lève tôt le matin pour prier Bouddha. Je médite une vingtaine de minutes. Chaque jour, je fais mes devoirs de bouddhiste, c'est-à-dire que je fais des donations. Si on cherche des rubis, si on exploite une mine, on est obligé de faire des donations à Bouddha pour qu'il vous vienne en aide. Des donations, les prospecteurs heureux en font. Quand ils ont trouvé des rubis, beaucoup de rubis, ils les partagent avec Bouddha et le couvrent d'or et de pierres précieuses. Comme celui de la pagode de Fangdo-u, qui daterait du XIVe siècle, selon Keomint, qui en a la garde. Ces pierres sont des dons de tous les prospecteurs de Mogok. La pagode n'est ouverte que 5 jours par an à cause de la sécurité. Nous ne connaissons pas la valeur exacte des centaines de pierres qui couvrent le piédestal, mais on l'estime à environ 1 milliard de kshiat, près de 50 millions de francs. Depuis que les militaires ont décidé d'encourager la prospection, les sociétés d'économie mixte se sont multipliées. Des mines importantes se sont ouvertes. Schéma de base de l'accord, un particulier achète aux enchères la concession d'exploitation pour 3 ans, de 30 000 à 250 000 francs selon la surface exploitée. Dans la corbeille, le gouvernement met le gros matériel, les camions, les grues et toujours les explosifs, sur lesquels il garde un contrôle absolu. Le concessionnaire, qu'on appelle à Mogok le propriétaire, mène l'exploitation, recrute les ouvriers, les paie, les nourrit, les loge et les fait travailler. Ces concessionnaires, ils sont quelques dizaines à Mogok. Ils ont choisi objectivement de collaborer avec le régime militaire et de profiter du système mis en place par la junte. Le salaire de base d'un ouvrier est de 6 francs par jour, soit 3 fois le salaire d'un petit fonctionnaire et 25 fois le salaire minimum. Un salaire théorique qu'en fait, il ne touche pas. Dans la plupart des cas, l'exploitant propose aux ouvriers de partager les hypothétiques revenus de la mine. Le concessionnaire se contente alors de les nourrir et de les loger. Dans leur grande majorité, ils acceptent. Il y a trop de candidats pour s'offrir le luxe d'une discussion à sens unique. 10% des bénéfices de la vente des pierres reviendraient aux ouvriers. Il y a 30 ans, avant l'expérience de ce qu'on a appelé la voie birmane vers le socialisme, la part des ouvriers atteignait 30%. Pourtant, aujourd'hui, leur travail n'est pas moins pénible. Pendant les 5 heures de la matinée, 30 camions ont apporté 180 tonnes de bayonne, le gravier à rubis. 180 tonnes qu'il faudra d'abord trier, qu'il faudra laver et tamiser pour y chercher les rubis.
Les installations peuvent paraître précaires, elles sont efficaces. Les militaires contrôlent tout, pour s'assurer de la rentabilité des mines, mais aussi pour éviter au maximum les vols et le manko, la contrebande, sport national des montagnards birmans. Les choses sérieuses vont commencer. Premier saut, premier rubis. Peut-être le signe que les pierres seront au rendez-vous. Dans les graviers, les rubis apparaissent par dizaines, comme par miracle. Au cours de la matinée, ils vont trouver pour environ 125 000 francs de pierre. La plus belle sera estimée à 10 000 francs, prix au départ de Mogok. Brute, elle vaudra 4 fois ce prix à Paris. Le dieu des pierres précieuses a tout donné à Mogok. Les rubis, les plus beaux du monde, mais aussi les saphirs, à profusion. C'est ici à To Reing Tong qu'on les exploite. Thanh Linh a 23 ans. Il est le neveu du concessionnaire. C'est lui qui gère la mine au quotidien. Il s'inquiète de la bonne marche de l'exploitation et de la découverte d'un nouveau filon de saphir. On a trouvé? On n'a pas encore trouvé de saphir, mais on voit qu'on approche. Et quelle est la largeur du filon? Ce n'est pas encore suffisamment creusé, mais c'est assez large. On n'a pas perdu la veine. Il faut persévérer. C'est ici qu'on cherche les saphirs. Dans ces tunnels percés à l'explosif, étayés à la va-vite, dangereux. L'extraction se fait à la main. Après la dynamite, la pioche, la pelle, la brouette, la sueur, la poussière. Les mineurs cherchent la veine où les saphirs apparaîtront. Peut-être. Ce genre de veine noire, c'est exactement ce que nous recherchons. Elle indique le début d'un filon, probablement riche en saphir. Nous allons la suivre en la contournant de chaque côté. Nous avons beaucoup d'espoir. À Mogok, les terrains sont bons.
Nous avons 6 concessions ici et 2 donnent déjà des saphirs. Une à une, les pierres sont extraites de leur gang, par centaines. L'oncle Tay Mint est né d'une famille de 7 enfants et très satisfait des résultats obtenus. L'endroit a déjà été exploité par de petits prospecteurs qui ont creusé des puits individuels. On est donc assuré de la bonne rentabilité des mines. Dans 6 mois, dans 1 an, nous allons gagner beaucoup d'argent. Le gouvernement nous a vendu une concession. Il nous cède le droit au terrain et nous partageons les bénéfices. Nous sommes donc associés. Les belles pierres sont réservées à la vente vers l'étranger et vendues aux enchères à Rangoon. Les petites pierres sont vendues à Mogok. On partage les recettes. Actuellement, le gouvernement prend 60% et nous en laisse 40%, car la mine rapporte bien. Si elle produit moins, le rapport peut s'inverser pour que nous ayons les moyens de payer les frais et de continuer. C'est un système très équitable. Ça ne peut pas être meilleur que ça. L'État nous fait une faveur. Le prix est fixé en commun et la vente n'a lieu qu'avec notre accord. C'est un bon système. Cette euphorie, tout le monde ne la partage pas. Dans le hangar qui sert de dortoir aux 80 ouvriers, le règlement, à en tête du ministère de la Défense, est draconien. Il précise, entre autres, que les malades n'ont pas le droit de quitter la mine, sous peine d'exclusion définitive. À Mogok, il n'y a pas de régime d'assurance sociale. Quand un ouvrier se blesse, tombe malade ou a besoin de médicaments, tous les autres se cotisent pour payer les frais. Parfois, le patron participe. Ici, on travaille 10 heures par jour, de 7h à 17h30. La pause déjeuner dure 30 minutes. L'oncle Tay Mint interrompra le tournage de la séquence pour ne pas faire perdre leur temps aux ouvriers qui mangent en silence. Un silence de rigueur devant cette caméra, venue du monde extérieur. Comme chaque jour, le major Cho Tae-win part inspecter ses mines. Le major n'est pas bavard. Il accepte la présence de la caméra, mais refusera de nous donner une interview. Au fil de la conversation, nous apprendrons tout de même qu'il a 38 ans, qu'il est marié et qu'il a 2 enfants. Il est à Mogok depuis 7 mois et sa femme, qui était professeure à Rangoon, regrette les fastes de la capitale. Le major a fait le Defense Academy Service, le Saint-Cyr birman. Il s'est battu contre les Karen en 1982 et y a gagné quelques médailles. Il n'a aucune formation de géologue. Le major n'est pas un Mogok pour philosopher sur les pierres. Il est là pour représenter le pouvoir central, contrôler la production, faire rentrer l'argent. Ce matin, il est à Panlin. Il inspecte la mine de Peridot. 85 ouvriers, grosse production, grosse rentabilité. C'est ici qu'étaient les anciennes mines. Mais là, c'est un terrain vierge. Personne n'y a prospecté avant nous. Les anciens propriétaires ont jeté tous leurs gravats. Là-bas. Les péridots ne sont que des pierres dures, elles n'ont pas la valeur des pierres précieuses. Mais il y en a énormément et la mine est très rentable. Le patron de la mine s'appelle Min Sway. Pure coïncidence, il est le frère cadet du propriétaire de la mine de saphir. À Mogok, le monde des pierres est petit, très petit.
Le major s'inquiète de l'arrivée prochaine de la mousson qui perturbera l'extraction. Qu'est-ce qui va se passer avec les pluies? La mine peut continuer à tourner pendant la mousson, si on pompe l'eau. Cette partie-là a déjà été exploitée par des puits. Ça a l'air solide, mais ça risque de s'effondrer. Ça glisse et c'est très dangereux. Dans toutes les mines, rubis, péridot, saphir sont récupérés par les militaires, et par eux seuls. Aujourd'hui, c'est le major lui-même qui va rapporter les pierres à Mogok. Cette boîte en plastique contiendra pour 75 000 francs de péridot. Le coffre-fort est dérisoire. Le cadenas chinois a 2 sous plutôt symboliques, mais à Mogok, on ne craint pas les braqueurs. Les mailles du filet tressées par la junte sur tout le territoire le rendent très sûr. Malgré l'ampleur des richesses, le gang qui viendra les voler n'est pas prêt d'être organisé. Toutes les pierres arrivent ici, dans la maison du major, terrain militaire, entrée interdite. Tous les matins, le major supervise lui-même le tri des pierres précieuses. Aujourd'hui, le major est très content. On a trouvé un énorme saphir de 982 carats. Une découverte comme on en fait rarement. Une fois taillé, le plus gros des saphirs qu'on pourra en tirer devrait faire 65 carats. Chez le major, pas de bricolage comme dans les mines. Le matériel est ultra moderne. La balance électronique vient du meilleur fabricant mondial. Autour de la table, des représentants des concessionnaires participent au tri. Eux, ils connaissent les pierres. Un rubis d'1 carat au départ de Mogok vaut de 250 à 15 000 francs. Avant d'être taillé, il vaudra 4 fois ce prix en Europe. Les plus beaux rubis de Birmanie sont inégalés dans le monde. Ils ne se vendent que chez les très grands joailliers. Une fois montés, ils peuvent atteindre 150 000 francs le carat. Parmi ces pierres rouges, il y a beaucoup de spinels. Umongzhou, concessionnaire de 4 mines, les trie soigneusement. Quelquefois, les rubis et les spinels sont très difficiles à différencier. Nous devons les tester au microscope pour savoir quelles pierres sont des spinels. Certains des spinels ressemblent beaucoup aux rubis. Mais honnêtement, le rubis est bien meilleur que le spinel et le prix est très différent. Un rubis d'1 carat, un très beau rubis à la revente peut atteindre peut-être 10 000 $. Les spinels les plus beaux, 2 ou 3 $. 2 ou 3 $ le carat, c'est peu. Mais à Mogok, on trouve les pierres par quintot. La quantité supplée largement la qualité. C'est un rubis, il n'est pas de la meilleure qualité, mais il sera tout de même mis en vente. Ceux-là, nous les appelons mashta. Ce sont des rubis opaques. Ils peuvent être classés en rubis, mais ils n'ont pas une très grande valeur.
Ceux-là sont encore mélangés. Nous allons mettre à part les rubis de première classe. Ils seront expédiés à Rangoon, où leur prix de vente sera fixé. Number 4, 1 packet, 46. Number 5, 1 packet, 390. Number 6. Dernier contrôle avant la pause des scellés et le départ pour Rangoon. 1700. Number 9, 2 pieces, 390. 114. Un départ sous bonne garde que nous ne serons pas autorisés à filmer. Depuis qu'il est à Mogok, où les distractions sont rares, le Major Shaw s'est mis au golf. Le Mogok Golf Club est un héritage de l'occupation anglaise. Les partenaires du Major sont d'origine népalaise, descendants de Gourkha, de l'armée des Indes. Tous sont négociants en pierres précieuses et exploitants de mines. Leur flair pour découvrir l'endroit qui rapportera est légendaire. C'est ce qui les a rendus riches. Et selon eux, le meilleur filon de Mogok, c'est le parcours de golf. Le terrain appartient aux membres du club et non au gouvernement. Les tractations ont déjà commencé. Le président du club espère vendre à 2 millions de dollars. Une mine à ciel ouvert jouxte le terrain. Et, dans les eaux d'écoulement, les Kanessema tentent leur chance. Ils sont tout près du terrain de golf, mais à des années-lumière du Major et de ses amis. Cette petite fille met dans la bouche les pierres qu'elle trouve. À Mogok, tout le monde le fait. Il n'y a pas d'endroit plus sûr. Win Win a 21 ans. Elle est étudiante en comptabilité. Le soir, à l'heure où le Major joue au golf, elle vient ici acheter de petites pierres. Je ne gagne pas beaucoup à la fois, mais cela suffit à payer mes études. Mes parents n'ont pas besoin de m'aider. Et comme j'ai une sœur, cela réduit leurs charges. Les pierres que j'achète ici, je les revends au marché aux pierres. Je n'achète que des petites pierres. J'arrive à avoir 10% de marge et je peux gagner 1 ou 2 dollars par jour. Cela couvre tous mes frais de scolarité. Plusieurs fois par semaine, Win Win et sa sœur Kalia vont au marché aux rubis de Mintada, un marché de Mogok où seules les femmes viennent vendre. On n'y trouve que de petites pierres, mais le marché, qui a lieu tous les soirs jusqu'au coucher du soleil, est très animé. Vendez-la moi pour 300 chiates. Vous ne voulez pas baisser votre prix? Tant pis, c'est trop cher. Le prix qu'il m'offrait était trop bas, vraiment trop bas. J'ai préféré garder la pierre. Aung Solin vient au marché chaque soir que Bouddha fait depuis 21 ans. Ça ne marche pas trop mal. J'achète ici des pierres de second choix. Je les taille, je les revends à des joailliers qui les montent en bijoux. Mon bénéfice n'est pas très grand, mais ça me suffit pour vivre. Ce n'est pas très régulier, ça dépend de ce que j'achète et de ce que je vends. Mais je gagne 7 à 8 000 chiates par mois.
environ 100 000 kyats par an. 5 fois le revenu d'un petit fonctionnaire. Win-Win A, elle, n'en est pas encore là. Le marché se termine et elle cherche à vendre sa plus belle pierre. La négociation est âpre. Finalement, le marché sera conclu pour 800 kyats, environ 35 francs. À son niveau, Win-Win A est une négociatrice redoutable. Elle est contente de sa soirée. J'ai bien vendu mes petits rubis. J'ai ensuite racheté des pierres pour 4 $. Je les ai revendus 5 $. J'ai racheté et revendu. En tout, j'ai gagné 6 $ aujourd'hui. Non loin de là, le Zeiji est le grand marché de Mogok. Mogok est une ville prospère. L'argent du rubis y passe de main en main. Toutes les communautés s'y côtoient. Montagnards Shan et Lissou, Chinois, Indiens, établis là depuis des générations. Ces communautés cohabitent, mais certains tiennent à préserver leurs différences, comme ceux descendants de Gurkha. Nous, les descendants des Népalais de l'armée britannique, nous avons formé des associations culturelles et religieuses. Nous ne voulons pas que notre communauté soit assimilée par les autres, les musulmans ou les chrétiens par exemple. Nous ne voulons pas nous mélanger avec eux. Notre indépendance fait notre force. Il s'appelle Kyole. Mais à ce nom birman, ce négociant Gurkha de 37 ans préfère son nom népalais de Sholanat. Il s'est enrichi dans le commerce des pierres précieuses, achetant presque exclusivement aux membres de sa communauté qui viennent dans son bureau lui proposer leurs plus belles pierres. Sholanat a clairement choisi. Il dit être neutre, mais travaille grâce au régime militaire en place. L'argent ne fait pas de politique. Nous réussissons dans les affaires parce que le gouvernement a favorisé les accords avec les particuliers. Actuellement, c'est meilleur que jamais pour les affaires parce qu'on peut travailler librement. Avant, on n'osait pas investir, même si l'exploitation des mines était déjà très rentable. Maintenant, la prospection, le commerce sont favorisés. Chacun peut travailler comme il le veut et selon ses moyens. Acceptez mon prix de vente, 10 000 kyats. Non, non, je ne peux pas acheter à ce prix-là. Il faut le baisser. Acceptez mon prix, 10 000 kyats. Pour une pierre comme ça. Vous n'en trouverez pas à ce prix-là. Non, non, attendez. Mon commanditaire ne vendra pas en dessous de 10 000 kyats. Non, non, c'est trop cher. Acceptez à 10 000. Vous allez gagner de l'argent. À ce prix-là, je ne gagnerai pas d'argent. Non, mon commanditaire ne sera jamais d'accord avec ce prix. Un saphir comme ça, à ce prix-là, c'est vraiment une affaire. Les concessionnaires qui exploitent les mines peuvent racheter au gouvernement les pierres de second choix et les mettre directement en vente. Ce sont ces pierres qui circulent chaque matin sur le marché de Padamir. Umeyoshit est un habitué du marché. Il taille lui-même les pierres qu'il achète. C'est un métier qui n'est pas très difficile. Avec de l'expérience, un peu de connaissance sur les pierres, on peut très facilement estimer le bénéfice que l'on va faire. J'achète les pierres en kyat birman, je les taille et je les revends à Rangoon en dollars. C'est un très bon système qui encourage les gens comme moi, ceux qui achètent puis taillent eux-mêmes.
Les pierres et les bijoux de qualité sont vendus 3 fois par an aux enchères à Rangoon. Ces ventes sont ouvertes aux étrangers qui sont très demandeurs. Le marché évolue très favorablement. Les pierres qui étaient vendues il y a quelque temps, 100 000 kshiat, environ 800 $, se vendent aujourd'hui 1000 ou 1100 $. Tailleur de pierres précieuses, Umeyoshit est géologue de formation. C'est son père qui lui a appris la taille des rubis sur ce même tour, dans cette même maison. Un exercice délicat où l'erreur n'est pas permise. Quand on taille soi-même les pierres pour les faire monter ensuite en bijoux, toutes les étapes sont importantes. Il ne faut pas faire d'erreur quand on taille une pierre qui peut valoir 1000 $. Et même si elle est belle et bien taillée, si on la vend à Mogok, il faut la confier à un bon vendeur dans une bonne boutique. Ça ne marchera pas si le vendeur est incompétent. Par exemple, les marchands de bois connaissent bien le bois, et pas les pierres, et ils sont riches, parce qu'ils sont compétents. Si on vend des pierres ou des bijoux, comme je le fais aux ventes de Rangoon, on peut les vendre à un bon prix car les vendeurs officiels, ceux du gouvernement, sont de bons vendeurs. On vend donc à un bon prix. Tant que le gouvernement autorisera ce business et que ça marchera, je continuerai. Je n'étendrai pas mon activité à d'autres secteurs. Umeyoshit dessine lui-même les bijoux qu'il fait fabriquer par le joaillier. Sur le marché local, ce collier peut valoir jusqu'à un demi-million de chiat, 200 000 francs. Les broches, environ 30 000 francs. Mais ces bijoux seraient invendables en Occident. Les pierres sont de moindre qualité, la taille locale inadéquate, l'or utilisé de trop faible teneur. L'Europe n'achète donc que de très belles pierres non taillées. Umeyoshit a tout intérêt à vendre sur place pour gagner sa vie. Il assure faire au minimum 30% de marge, parfois beaucoup plus. Ces 12 derniers mois, il reconnaît un peu plus de 120 000 francs de bénéfices. Pour un commerçant de Mogok, c'est un véritable pactole. Et une très bonne affaire pour le gouvernement, qui prend 10% de taxes sur toutes les ventes et transactions. Bouddhiste fervent, Umeyoshit prie et médite 4 fois par jour. Malgré ses certitudes, lui aussi, il pense qu'un homme ne peut réussir sans l'aide de la religion. Yoset, le milliardaire, quant à lui, est baptiste. Il a fait construire un premier temple pour ses ouvriers et va en mettre un second en chantier. Je ne me contente pas d'aller méditer dans les temples ou les monastères. Régulièrement, je prie, notamment le soir, avant de me coucher. Mais il faut aussi concrétiser ce qu'on souhaite. J'y tiens énormément. Je ne fais pas de discrimination religieuse. Je dois beaucoup aux bouddhistes de Mogok, à tous les birmans qui m'ont vendu de bonnes pierres. J'ai pu faire des bénéfices et gagner beaucoup d'argent grâce à eux. Aux musulmans d'origine indienne, je dois beaucoup aussi. Comment faire pour leur rendre à mon tour service et remercier tous ces gens de différentes religions ? Je ne peux pas les remercier un à un, alors j'aide des associations religieuses. Je leur rends ce qu'ils m'ont donné. Tous ces montagnards qui chantent ici dans le temple qui domine la vallée des Rubis sont des employés de Yoset. Leurs ancêtres animistes ont été évangélisés par les missionnaires britanniques au siècle dernier. Tous sont venus à Mogok pour y trouver fortune. Ils chantent leur espoir de réussir, leur espoir de voir Dieu les aider à sortir de leurs conditions.
Avant que Dieu n'y pourvoie, ce changement pourrait venir de l'intérieur du pays. La junte birmane est contestée et à Rangoon, les partisans de Aung San Suu Kyi, le prix Nobel de la paix, maintenu en résidence surveillée, s'affichent de plus en plus nombreux. Les bouleversements politiques ne sont probablement pas imminents, mais le régime en place évoluera peut-être sous la pression populaire et internationale. Les militaires claironnent à tout va une timide ouverture du pays et, à Mogok, des accords avec des sociétés étrangères sont évoqués. Mais en attendant une hypothétique évolution, le sort des Kanessema, comme de tous ceux qui sont sous la coupe de la junte de Rangoon, n'est sans doute pas prêt de s'améliorer.